très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Forum sur Niwa Info, l'émission qui vous donne la possibilité de vous exprimer, d'exprimer votre vision d'une Afrique nouvelle, de partager vos idées, vos solutions africaines aux problèmes africains. Au menu de ce dimanche 25 mai 2025, l'Alliance des États du Sahel avec le sujet Banque d'investissement. Et après, et pour animer le débat du jour, j'ai la chance d'avoir nos deux invités les plus emblématiques. Luc Abaki, journaliste, analyste politique et écrivain. Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour Charlotte, bonjour à tous les fidèles téléspectateurs. Je vais très bien et je suis vraiment heureux d'être à ce rendez-vous à nouveau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et bien sûr, en face de vous, affectueusement, Papa Sogoyo Kegewe, ancien ambassadeur journaliste. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Merci, merci. Merci aussi à nos téléspectateurs. Comme tous les dimanches, nous sommes là. Et nous sommes là pour le grand rendez-vous du dimanche sur Niwa Info, AES, Banque d'investissement. Et après, vous connaissez le principe en première partie d'émission, le débat, et vous pouvez d'ores et déjà nous envoyer vos messages à vie via WhatsApp sur le numéro plus 228 96 08 43 43, que vous nous suivez depuis chez vous ou via les réseaux sociaux. Soyez tous les bienvenus. Le 13 mars 2025, les chefs d'État du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont officialisé la création de la Banque confédérale d'investissement et de développement BCID de l'Alliance des États du Sahel, dotée d'un capital initial de 500 milliards de francs CFA. Cette nouvelle institution financière vise, selon les autorités des trois pays, à financer des projets stratégiques pour renforcer l'autonomie économique de la région. Pour commencer, je me tourne vers vous, Luc Abaki. Selon vous, quels sont les enjeux stratégiques derrière la création de la BCID par les États de l'AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger? Alors, je vous remercie pour la question. Je pense que les pays de l'AES nous ont déjà montré qu'elles ont pris une nouvelle trajectoire dont l'aboutissement sera précisément d'affranchir ces trois pays de la coupole des puissances occidentales dont l'ombre a toujours plané sur nos États depuis des siècles. Et donc je pense qu'elle est en train de franchir des étapes décisives en la matière, et lorsqu'elle annonce actuellement la création d'une telle banque d'investissement, ça veut dire qu'elle est en train de faire des pas de géant vers justement sa libération et son autonomie économique. En réalité, c'est quoi une banque d'investissement? C'est une banque d'affaires qui est un acteur clé de la finance et qui sert précisément à développer les entreprises, en tout cas les sociétés, à lever des fonds, des capitaux, et puis bon, mais à opérer, à mener des opérations complexes sur les marchés financiers. Vous voyez? Et donc pour des États qui ont donc cette ambition de pouvoir sortir de l'ornière et faire en sorte à épanouir leur peuple, construire leur économie par eux-mêmes, il n'y a pas d'autre voie que de créer une telle structure qui aura pour mission justement de financer les entreprises de cet espace, d'investir en ces sociétés et puis de les conseiller, de les orienter. Et il est heureux de constater que ces pays sont en train de faire un nettoyage complet en ce qui concerne justement l'assainissement de leur économie. Parce que précisément, vous savez, le plus souvent dans nos pays, on nous dit « Ah oui, qu'il y a la croissance dans nos pays avec deux chiffres, etc. » C'est un débat assez puéril. Et lorsque vous analysez ça de près, vous constatez que l'essentiel de l'économie est tenu par des multinationales extérieures, étrangères. Vous voyez? Et donc cette prétendue croissance économique dont se vantent souvent, dont se targuent souvent nos dirigeants est un vrai leurre, parce que toute la création de cette richesse-là s'évapore au fur et à mesure que bon, elle se crée au même moment. L'exemple avec les pays de l'AES est patent. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'ils ne peuvent faire autrement que de composer avec les ressources endogènes qui sont disponibles. Et donc ça veut dire que cette banque-là ne financera ou n'orientera ou ne conseillera que des entreprises qui sont tenues par des locaux, voyez, ou du moins des gens dont l'action va déterminer l'activité économique qui commence à se booster bien sûr par un travail de fond, de terrain. Donc je pense que l'impact
il sera réel et je pense que c'est un choix stratégique assez important pour l'ambition que nourrissent justement ces trois pays. Au sein de l'AES, le sujet concernant une monnaie commune est toujours d'actualité. La mise en place d'une banque d'investissement est une étape stratégique vers cette vision. Oui, mais attends, tu ne vas pas créer ta banque d'investissement pour aller mettre les feuilles de choux que quelqu'un fabrique quelque part dans la brousse. Les feuilles de choux qu'on fabrique quelque part dans la brousse, dans un pays à 6 000, 7 000 km de toi. Si ta banque d'investissement dépend de ça et qu'on te donne à toi moins que ce qu'on distribue aux terroristes dans le désert, c'est que tu n'as pas de banque d'investissement. Bon, ce que je voulais dire, vous savez, j'ai toujours dit quand il s'agit de débattre sur les questions financières et économiques que je ne m'y connais pas assez. Alors je reste prudent. Et vous faites une lecture politique de voilà, la donc, chose. Je reste prudent. Sinon, moi je me rappelle, dans ce pays, je parle du Togo, que le père de la nation d'alors, le feu général Gnassingbé Yadema, avait toujours dit l'indépendance politique c'est bon, mais la vraie indépendance c'est l'indépendance économique. Il a toujours dit. Mais il n'a pas pu aller plus loin parce que ça dépend du contexte et il sait ce qui est arrivé avant lui. Aujourd'hui, la jeune génération du Sahel veut mettre pied à l'étrier de l'indépendance économique. Mais comment tu veux être économiquement indépendant quand pour n'importe quel investissement, tu vas passer sous les fausses codines de quelqu'un? Il y a une banque centrale quelque part, c'est elle qui décide, et on produit difficilement des hommes d'affaires dans nos pays. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'on n'a pas des gens intelligents pour faire des affaires de haut niveau, mais le crédit leur est limité, verrouillé. Donc, ce qui fait que vous ne pourrez jamais, dans les pays francophones, produire un Dangote, un Elumelu, des hommes d'affaires du genre Afrique du Sud, du genre Kenya, du genre Ghana. Tu ne peux pas. Dans un pays francophone, ce n'est pas possible. Les milliardaires des pays francophones, c'est ceux qui volent l'argent de leur pays pour aller cacher en France. C'est eux les milliardaires. Ce n'est pas ceux qui créent les richesses qu'ils viennent implanter dans leur pays, comme l'a fait Dangote, en construisant la plus grande raffinerie qui soit en Afrique. Donc, on ne peut pas, si on n'a pas sa propre banque d'investissement, définir la politique de cette banque d'investissement, l'appliquer avec le soutien des hommes d'affaires du pays, le soutien des populations, tu ne peux pas avancer. Donc maintenant, les gens du Sahel ont compris que ces gymnastiques, ces faux fuyants, ces hypocrisies, ces mensonges, ces vols, ces pillages, ces insultes gratuites, qu'il faut en finir. Ils veulent en finir. Mais maintenant, si tu crées ta banque, comme je l'ai dit à l'entame, et que tu attends les billets d'argent qui arrivent de quelque part, tu n'as rien fait. Donc pour moi, la création de la banque implique automatiquement la création de la monnaie, ce qui donne de véritables crises d'urticaire et des insomnies, mais inguérissables à certains, à ceux qui sont habitués à voler l'Afrique gratuitement. N'oubliez pas, avant que tout le méli-mélo ne commence, que c'est des journaux allemands qui ont dénoncé en disant que par le système du franc CFA, la France siphonne dans ses colonies entre 400 et 500 milliards de dollars par an. La première ministre de l'Italie, Giorgia Meloni, a dénoncé ça. Que la France n'a qu'à cesser de voler ses colonies pour que ceux-ci cessent de s'appauvrir et d'envoyer ses enfants se faire manger par les requins dans la Méditerranée. Giorgia Meloni, elle est encore là, elle est encore Premier ministre d'Italie. Donc voilà des gens dans le Sahel qui ont le courage de prendre leurs responsabilités à deux mains pour dire ce que les Blancs eux-mêmes dénoncent. C'est nous les victimes. Pourquoi nous les victimes on ne dit rien? Parce qu'on a peur. On a peur de quoi? Oh, on a peur de mourir, on a peur de perdre le pouvoir, on a peur de ceci. Mais madame, rien ne se gagne gratuitement. Aujourd'hui, nous sommes là, on bavarde. Ah, les Blancs sont venus nous coloniser. Ah, ils ont tué les Amérindiens en Amérique, ils ont occupé le pays. Mais ce n'était pas facile, ils ont accepté de mourir. Tu crois que quoi? Le premier Blanc qui est venu au Togo, il y avait un tapis rouge au bord sur la plage pour l'accueillir? Non, peut-être il a été accueilli à coups de flèche.
Il a pris des risques et il vous a colonisé. Donc si aujourd'hui vous, avec ce monde ouvert et d'ailleurs multipolaire, parce que vous avez peur de mourir, vous laissez vos pays mourir, vous laissez vos peuples péricliter, mais un jour, vous serez tous morts. Et il n'y aura plus de noirs. L'objectif final, c'est ça, il n'y aura plus de noirs. Tu as vu l'autre en Afrique du Sud, Trump, 5% de blancs sont propriétaires de 70 ou 80% des terres. Et le dirigeant Ramaphosa dit que non, on va essayer, on dit non, que c'est génocide. Alors, donc ça veut dire que les gens là, quand il s'agit des Noirs, ils n'ont aucune pitié. C'est pourquoi les gens du Sahel font preuve chaque jour d'un courage extraordinaire et ils sont prêts, s'il le faut, à se sacrifier pour que le Noir, une fois dans l'existence de cette terre, puisse se lever la tête. Parce que depuis les pharaons d'Égypte, le Noir n'est que esclave. Et ces dernières années, les 3 pays de l'AES ont été sous les coups de lourdes sanctions sous diverses formes. Vous donniez l'exemple de Dangote du Nigeria. Comment, grâce à la BCID, créer de champions nationaux dans les États du Sahel? Non, dans un premier temps, je pense que j'ai expliqué déjà le rôle d'une banque d'investissement. Lorsque vous créez une structure et vous avez un bon conseiller financier, qui est donc cette banque d'investissement, ça veut dire qu'elle vous donne les orientations nécessaires, qu'elle vous donne les conseils qu'il faut, et à partir de ce moment-là, vous avez la capacité ou la possibilité de lever des fonds sur les marchés financiers et d'investir conséquemment, voyez. Et donc, c'est en même temps la culture d'un nouvel état d'esprit, parce que à partir de l'instant où le financement même des sociétés ou des entreprises dans nos sociétés est téléguidé et elle est même à la limite presque censurée, parce qu'en fait le flux financier qui sert à financer les entreprises dans l'espace de l'UEMOA, en tout cas du franc CFA, est tellement restreint et rationné. Voyez. Alors, dès l'instant où ces États-là ont décidé de s'assumer par eux-mêmes sur le plan de l'économie et du développement, ça veut dire qu'on va flairer les domaines les plus porteurs où les entreprises peuvent émerger et qu'on va alors guider et financer, orienter de sorte qu'ils puissent avoir des géants. Vous savez, vous ne pouvez jamais avoir l'ambition de construire une économie qui soit réelle et qui impacte la vie de l'ensemble des sociétés sans disposer des géants ou des champions dans chaque domaine. Ce qui, malheureusement, n'existe pratiquement pas dans notre espace économique aujourd'hui, parce que précisément l'ambition du colonisateur qui a mis une chape de plomb sur nos économies, sur nos finances, n'a pas d'intérêt à voir des géants émerger. Parce que émerger veut dire que vous vous affranchissez de son ombre, que vous avez la possibilité donc de composer avec d'autres partenaires et donc d'épanouir la population qui alors ne va plus accepter avaler des couleurs. Et donc les pays de l'AES ont fait des démarches assez remarquables puisqu'ils ont compris qu'il faut passer étape par étape dans un premier temps. Il a fallu dénoncer les accords coloniaux, des accords coloniaux qui ont plongé ou englué nos États dans une forme de léthargie, dans une incapacité à mouvoir, à s'orienter et à avoir des partenaires autres que le colonisateur, voyez. Et donc, quand ces accords-là sont dénoncés, les États du Sahel ont commencé à poser des pas, à défaire un certain nombre de nœuds qui nous plongent dans une forme d'attentisme et de dépendance, pas seulement politique, mais surtout aussi économique, voyez. Donc, ça veut dire que cette banque-là, qui est donc en perspective, va être l'expression tangible de ce processus d'épanouissement et de libération, en tout cas, des économies des pays du Sahel. Je pense que les dirigeants du Sahel ont compris qu'entre le rêve qu'ils ont déjà fait germer dans l'esprit des citoyens de cet espace et la matérialisation de ce rêve, il y a tout un processus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne mettent pas les bœufs avant la charrue, ils n'évoluent pas de façon hasardeuse. On observe que c'est de façon méthodique que ces États sont en train d'évoluer vers leur affranchissement effectif. Beaucoup de gens se demandent, mais pourquoi depuis 3 ans où ces États-là clament leur souveraineté, etc., ils sont encore sous la coupole justement du CFA, etc.
À un niveau primaire d'analyse, c'est-à-dire quand vous mettez dans la peau des citoyens du Sahel, c'est vrai, on va se dire qu'ils perdent le temps parce que, vous savez, quand vous êtes dans le rêve, vous avez ce rêve-là, il y a un empressement, vous êtes mû par la culture du résultat, c'est-à-dire vous avez envie d'avoir vite les résultats. Et donc, or, malheureusement, cet état d'esprit est teinté d'émotion. Par contre, lorsque vous êtes leader et vous savez que cette ambition que vous créez, ou en tout cas cette vision que vous avez émise, et qui est portée justement par l'ensemble de la population, cette vision-là, pour la matérialiser, c'est tout un processus. Et j'observe avec intérêt que ces leaders, effectivement, ne veulent pas poser des pas hasardeux. Ils évoluent avec méthode et on ne peut que s'en féliciter. Ça veut dire que s'ils gardent véritablement le cap, évidemment, le résultat sera vraiment probant et on ne peut que les soutenir dans ce sens-là. Et il s'est tenu à Bamako la semaine dernière une importante réunion sur la création de la Banque d'investissement et de développement de l'AES. Comment cette banque pourrait-elle se différencier des institutions financières internationales déjà présentes dans la région, ce cette banque ne peut qu'être elle-même un acteur des institutions financières internationales. C'est-à-dire qu'ils ne créent pas une banque en l'air. Ils ont les moyens de créer une banque. Financièrement, ils ont les moyens. Et je parlais tantôt en disant qu'après la banque, c'est la monnaie. Parce que tu ne peux pas créer une banque pour mettre la monnaie de quelqu'un. Et ils ont déjà les éléments, ils ont des réserves d'or, ils ont tout pour faire leur monnaie. D'ailleurs, c'est la crainte de cette monnaie qui fait que chaque matin, les gens multiplient des tentatives de coup d'État dans l'AES. C'est la crainte, la peur de la monnaie. Parce que le jour où cette monnaie sortira, mais madame, elle va résoudre beaucoup de problèmes. Énormément de problèmes. Tu as vu la dernière fois à Djibo, les djihadistes, tu sais combien d'argent liquide on a pris avec eux? 800 millions. Tu crois que si on avait déjà une monnaie Sahel, ils vont ramasser 800 millions? Cette monnaie qu'ils ont, on leur parachute ça. Parce que le fabricant est leur commanditaire. Est-ce que tu comprends? Donc, les pays, leur banque sera un acteur clé. Les autres n'ont pas, en matière d'économie, de gestion, on n'a pas de sentiment. Hein. Dès que la banque est efficace, elle a tout ce qu'il faut pour marcher, mais les autres banques viendront, les autres pays viendront. N'en déplaise à ceux qui produisent 2 ou 3 graines de quel machin d'entier, ils se prennent pour des super économies. Alors que l'économie aujourd'hui, madame, c'est la transformation. Et aujourd'hui, quand vous regardez dans des pays comme la Chine, eux, ils ont même dépassé la transformation pour arriver à l'intelligence. Il faut faire travailler l'intelligence. Vous êtes encore là avec vos noix de coco que vous n'arrivez pas à transformer et vous vous dites, ah, vous êtes dans les économies, ils disent ça comment, émergentes. Mais vous émergez de quoi? Quand tu émerges de la misère pour tomber dans la merde, tu es émergent en quoi? Tu fabriques quoi? Tu produis quoi? Regarde le jeune Traoré. Chaque jour, il pense à transformer quelque chose dans son pays. Les noix de cajou, les pommes de cajou. Mais madame, tu sais combien on en produit dans nos pays? Mais ça pourrit sous les arbres. Alors, donc, les gens vont orienter leur banque dans l'intérêt de leur pays, de leur peuple. Toutes les autres institutions bancaires, régionales, internationales, auront leurs intérêts à aller travailler avec eux. Ils auront leur monnaie. Et c'est là qu'ils vont commencer à être des peuples indépendants. Parce que tant qu'ils n'ont pas leur banque et leur monnaie là, l'indépendance est théorique. Parce que si aux terroristes on donne plus d'argent qu'à toi le ministre des Finances, tu es indépendant en quoi? Les terroristes se promènent dans le désert avec 800 millions. Maintenant, chez toi ici, là, si on vient donner 1 million, on doit mobiliser la radio, la télévision, l'aide au développement, comment le pays des sauveurs est venu. Bon, on est venu vous sauver. Mais 800 millions de terroristes, est-ce que quelqu'un a fait un discours?
Justement, parlant de terrorisme, l'AES est d'abord pensé comme un pacte de défense mutuelle et une réponse aux défis sécuritaires. La Confédération s'est rapidement mise en projet politique et économique ambitieux. En quoi aujourd'hui l'initiative d'une banque d'investissement et de développement pourrait-elle influencer la stabilité et la sécurité dans la région du Sahel? Non, vous savez, un État fonctionne sur plusieurs volets. Le volet sécuritaire constitue un volet essentiel pour d'abord rassurer les citoyens qui sont les principaux créateurs de richesses d'un pays. Voyez? Donc, ça veut dire qu'à partir de l'instant où les États du Sahel, ou en tout cas les dirigeants là, ont pris l'engagement résolu d'extirper de leur territoire ces malins-là qui déciment des vies humaines et qui sèment l'instabilité et l'inquiétude au sein de cet espace-là, c'est un travail formidable qui a un impact sérieux d'abord sur le plan psychologique des citoyens. Voyez? Donc, aujourd'hui, si les pays de l'AES parviennent à disposer d'une banque en bonne et due forme, à partir de laquelle elle mobilise des ressources sur le marché financier, et donc, ça veut dire que son action dans la lutte contre le terrorisme sera encore plus percutant et plus efficace. Parce que, déjà, sans une banque d'investissement, sans ces genres de moyens, disons, orthodoxes, ils ont déjà fait un pas de géant. En restructurant leur armée, en les rééquipant et en faisant en sorte qu'il y ait un état d'esprit de combattant pour justement sauver des nations qui étaient presque décimées justement par l'œuvre pernicieuse de ces terroristes-là. Aujourd'hui, avec cette banque, ça veut dire qu'il y a un travail de mobilisation de ressources. Voyez? Et ce travail de mobilisation de ressources va servir, si vous voulez, à équiper davantage les armées, à les restructurer et à les rendre plus efficaces dans l'action de lutte contre le terrorisme. Pas que ça, mais aussi dans l'investissement des projets ou en tout cas des initiatives porteuses, voyez, pour accroître l'économie, pour émanciper le peuple et pour construire justement des nations qui seront donc prospères, en tout cas qui seront dans la dynamique de s'assumer par elles-mêmes et de se construire justement une économie qui soit solide et qui repose sur des piliers essentiels suffisamment pérenne. Vous estimez alors que la lutte contre le terrorisme constitue aujourd'hui une conjoncture favorable au lancement d'une nouvelle monnaie dans le Sahel? Madame, la nouvelle monnaie va résoudre beaucoup de problèmes. Je l'ai dit. Vous fabriquez votre monnaie. Est-ce que tu imagines un terroriste arrivant à Bamako, à Ouaga ou à Niamey avec 100 millions de CFA pour dire, bon, échangez-moi ça dans la nouvelle monnaie. Mais tu as pris ça où? Tu vas où avec? Donc, on va réduire le problème à ce niveau-là. Les pays du Sahel sont déterminés à se battre. Ils prennent les risques. Leurs chefs même savent qu'à tout moment, on peut les éliminer. Ils savent. Mais ils tiennent bon. Et c'est ça qui fait notre admiration. Parce que, on ne peut pas, quand vous parlez de terroristes, moi, ça m'énerve. C'est des mercenaires envoyés par des gens que vous connaissez. Et le plan premier, c'est d'éliminer les Noirs. Vous parlez de la zone des 3 frontières. Pourquoi c'est là-bas que les soi-disant terroristes sont concentrés? Il faut liquider les populations qui sont là-bas. C'est un travail d'extermination. Si les Africains ne comprennent pas ça, on va continuer à avoir des herbivores qui disent « Ah, moi je suis ami de tel. » C'est-à-dire qu'il est ami de celui qui commandite les mercenaires. Mais eux, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Si vous n'avez pas compris que c'est un danger qui menace tous les Noirs, regardez la scène de Ramaphosa avec Trump. Vous croyez que quoi? Mais c'est tous les Noirs qui sont menacés et vous êtes menacés d'extinction. Quand on dit ça, on dit « Oh, ça, c'est la théorie du complot. » Mais je préfère développer la théorie du complot, amener les gens à rester sur leur garde et se défendre, plutôt de rester là-bas à bêler comme des herbivores. Et on va venir vous finir tous complètement. Donc, la monnaie, la banque, adossée à une monnaie, donne une bonne marge de manœuvre aux pays du Sahel. Ils vont mettre leurs forces en commun. Ils ont déjà commencé, 5000 hommes bien équipés. Alors, est-ce que tu as suivi un peu ces derniers jours une bande de pieds nickelés au téléphone? Ah,
Non, quand on va attaquer Ouaga et Niamey et Bamako, ils vont se taire, ils vont avoir peur, rien ne va se passer. Allez-y seulement attaquer Ouaga. Tu vois, madame, c'est comme ça que leurs patrons, là, chez les Blancs, là, ont fait. C'est comme ça qu'ils ont trompé les Ukrainiens. Ils ont dit aux Ukrainiens, oh, avec nos armes sophistiquées, vous avez, quand les Russes vont vous voir, les soldats russes, ils vont fuir. Donc, et le soulard, le drogué, le cocaïnomane, il marche comme ça. Qu'il fait contre-offensive, que lui va faire contre-offensive. Tous les journaux chantaient la contre-offensive. Jusqu'au jour où un jour, on ne parle plus de contre-offensive. Pourquoi? Les Russes n'ont pas fui. Les Russes ne fuiront jamais jusqu'à la fin du monde. Aucun soldat russe ne fuira devant ces tapettes-là. Donc, les Russes n'ont pas fui. Et aujourd'hui, on fait la même chose dans le Sahel. On dirait non, il suffit de tirer un coup à Ouaga, les autres vont fuir. Est-ce que l'ombre du danger plane toujours sur le Burkina Faso? Mais le danger planera toujours. Parce que les motifs, ce qui amène ce danger, c'est le désir de liberté, le désir de souveraineté, le désir de gérer ses biens. On te dit que le Burkina Faso a 34 tonnes d'or, pendant que le parrain d'hier est en train de mourir de faim. C'est inimaginable. C'est pourquoi il est allé se chercher un mercenaire américain. C'est pas normal. 34 tonnes d'or, alors que nous ici, on est en train de mourir de faim, on fouille les poubelles pour manger. Tu t'imagines, et on dit que les Noirs ont ça. Les Noirs. Tu t'imagines? Donc, le danger est là. Il sera toujours là. Les dirigeants du Sahel doivent être toujours sur le qui-vive. Mais nous savons qu'ils vont gagner parce que les gens qu'ils envoient là, les soi-disant terroristes, c'est aussi parce que ces terroristes-là, c'est des Noirs. Donc ils vous envoient, entre Noirs, vous vous tuez et on obtient le résultat qu'on voulait, éliminer les Noirs de la surface de la Terre. Tu vois que c'est très habile, non? Hein? C'est très très habile, je trouve. Et pour faire face à la situation actuelle, les 3 pays membres de l'AES, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, mettent sur pied une banque d'investissement et de développement. Les missions, la vision, elle est salutaire selon vos explications. Relancer l'économie nationale, garantir la stabilité et la sécurité dans les pays membres. Tout de même, quels sont, selon vous, les défis majeurs auxquels la BCID devra faire face pour atteindre ses objectifs, Luc Abaki? Non, les défis, ils sont de divers ordres. Quand on parle d'économie, c'est d'abord et avant tout la production. Vous devez être capable de produire à votre niveau des richesses que vous revendez. Et à partir de ce moment-là, on peut considérer que vous avez une économie que vous maîtrisez. Nos pays, et les 3 pays peuvent compter sur leur sous-sol? Ah, mais absolument, pas que les ressources des sous-sols. Voyez un peu ce qui se passe au Burkina Faso dans tous les secteurs. En matière de création d'industries, d'usines et de transformation des produits. On investit massivement dans l'agriculture et on fait en sorte à moderniser ce secteur-là. Parce qu'aucun pays au monde n'a eu l'ambition de se construire sans d'abord développer le secteur agricole. Puisque c'est par là que vous produisez ce qui permet de nourrir le peuple. Voyez? Que aussi bien au Burkina Faso qu'au Mali, au Niger, on met l'accent sur la production. Lorsque vous avez la capacité de produire et donc de transformer, vous avez une plus-value. Et en vendant donc ces produits-là, les ressources sont encore plus considérables et vous avez donc du flux pour pouvoir commencer à financer des secteurs de transformation. Donc, dans un premier temps, le premier défi, c'est d'avoir des ressources de base. D'abord, en termes de capacité à produire. Et ensuite, la capacité à extraire les ressources minières, en tout cas, dans ces pays-là, je crois qu'il y a une disponibilité insolente de matières premières, de matières minières. L'ambassadeur parlait tout à l'heure de 34 tonnes d'or au Burkina Faso. Je vais préciser que Ibrahim Traoré lui-même a dit récemment, lorsqu'il était en Russie dans une interview, que lorsqu'ils arrivaient, il n'y avait même pas un seul gramme d'or au trésor burkinabé. Donc, en moins de 2 ans, ils ont pu stocker donc, cette ressource stratégique qui
faut véritablement, sur le plan de l'économie, mais quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est une garantie incommensurable. C'est ce qui explique d'ailleurs que ces États-là sont capables aujourd'hui d'envisager la perspective de création d'une banque d'investissement, la perspective de création d'une monnaie, parce que la monnaie, pour qu'elle puisse être valable et en tout cas pesée sur le plan du marché, il faut qu'elle soit soutenue justement par une certaine production, en tout cas de l'or qui garantit bien sûr son efficacité et sa marge de manœuvre sur le plan du marché. Donc, ça veut dire qu'ils ont compris. C'est pour ça que je me félicitais de la méthode par laquelle ces États-là fonctionnent. Ils ne sont pas dans l'émotion. Ils ne posent pas des actes en fait pour charmer, pour séduire ou pour faire plaisir à qui que ce soit au plan international. Puisque justement, ils ont décidé de rompre tout ce qu'il y a de venimeux contre leur vie et leur économie, ils ont compris qu'il faut prendre toutes les dispositions qui permettent justement de fermer tous les goulots d'éternellement, en tout cas de les défaire, et donc d'assumer leur économie. Je pense que à partir de cette banque et à partir du travail de fond qui est en train de se faire, en termes de production, en termes de transformation, en termes même de maîtrise de l'économie et de maîtrise des fléaux, souvent qui trahissent nos économies, c'est-à-dire la corruption, la mauvaise gouvernance, etc., etc. Je pense que des pas de géants sont en train d'être posés et on ne peut que garder l'espoir que les perspectives seront tout à fait heureuses pour ces pays-là. À vous écouter, on s'aperçoit que les enjeux sont importants en matière de développement. La BCID AES sera donc le bras financier d'une stratégie résolue pour transformer la richesse minérale du sous-sol sahélien. Mais est-ce suffisant pour faire face aux attentes, aux besoins, ou est-ce que l'AES devra encore faire face, prendre d'autres mesures? Non. Il a dit tantôt que tout dépend de la production. L'avantage des pays de l'AES, ce n'est pas le sous-sol, non, c'est leur population qui sont des gens qui travaillent dur, qui n'ont pas peur de travailler. C'est ça l'avantage de ces pays-là. Il faut faire très attention. Souvent, on n'en parle pas. Regardez bien les Sahéliens qui sont chez vous à Lomé ici. Regardez les jeunes Sahéliens. Regardez comment ils vivent. Regardez comment, sous la pluie, sous le soleil, ils poussent leurs marchandises et les vendent. Et ils marchent toute la journée sous le soleil. Jusqu'au soir, tu le rencontres, le gars a encore le sourire aux lèvres pour t'encourager à lui acheter quelque chose à 500 francs, à 1000 francs. C'est le travail. Maintenant, il a parlé de l'agriculture. Mais ces pays sont une zone bénie pour l'agriculture. C'est vrai, ils n'ont pas la pluviométrie qui va avec. Mais aujourd'hui, si tu attends que le bon Dieu vienne arroser tes champs, c'est que tu n'as pas d'agriculture. L'agriculture se fait avec l'irrigation. Et ils ont un fleuve, le Niger, qui peut irriguer pratiquement tout le Sahel. À côté du Niger, il y a beaucoup d'autres fleuves qui peuvent irriguer toute la zone. Ils vont produire, ils vont transformer. Nous irons, nous tous, un jour au Burkina, au Mali, au Niger, pour acheter à manger. Parce qu'ils vont produire, ils vont transformer. Mais nous, dans nos pays, qu'est-ce que les gens font? Tu lui donnes du riz à manger, si on n'a pas écrit dessus, riz parfumé de Thaïlande, riz parfumé de Pakistan, il ne mange pas. Si tu lui dis, hey, mon frère, moi j'étais allé à Covier, j'ai acheté du bon riz naturel qui a un bon chose, arôme, il ne mange pas. C'est l'esprit là, l'esprit destructeur de nos économies. Les gens sont tous dedans et quand ils finissent de faire sa connerie, ils n'ont qu'une chanson à la bouche. Ah, le gouvernement ceci, ah, le gouvernement cela, et le ministre ceci, ah, le président cela. Mais toi-même, qu'est-ce que tu fais? Quel est ton comportement pour encourager et développer l'économie de ton pays? Et rien. Donc, ces pays ont compris. Tu as vu les équipements que le jeune Traoré a amené la dernière fois à Bobo Dioulasso. Absolument. Mais ça te donne le vertige. À plus de 104 milliards. Il sait qu'avec l'agriculture seulement, il peut s'en sortir. Il n'a pas besoin des mines d'or, de lithium, non. Avec l'agriculture seulement, le Burkina peut s'en sortir. Tu te rappelles, hein, en 2014, il y a des petits zozos qui se sont amusés pour faire sanctions alimentaires contre la Russie. Les Russes ont dit, mais ça c'est bien. Ils se sont mis au travail. Aujourd'hui, c'est eux qui produisent le blé, qui le vendent à ceux qui hier voulaient les sanctionner sur la nourriture. Voilà ce que les pays du Sahel vont faire.
ils vont produire. Et les pays de la zone ici qui bombent le torse matin, midi, soir à cause de leurs bêtises. Ah, je suis l'ami des Blancs. Ils iront dans les pays du Sahel pour acheter à manger. Voilà. Lucas Baki, la création de cette banque était une réponse suffisante au problème de financement de projets ambitieux? En tout cas, c'est une réponse déterminante. C'est vrai qu'au-delà justement de la création de la banque, c'est tout un ensemble d'actes et d'actions et d'initiatives qu'il faut prendre pour assumer la souveraineté en fait de ces pays-là. On a parlé de 500 milliards comme capital de base, mais les 500 milliards ne sont pas empruntés quelque part. C'est sur la base de la production interne, des ressources endogènes, que ces pays-là sont en mesure de dégager ce capital de base pour lancer leur banque. Vous voyez? À partir de ce moment où ils vont lancer leur banque et ils vont disposer de leur monnaie, les conspirateurs qui sabotent souvent les économies de nos pays, on peut prendre par exemple l'exemple de la Guinée, lorsque dans les années 60, lorsque le président guinéen avait décidé, avait eu l'audace de vouloir sortir du franc CFA, on a fait un sabotage total en y injectant, si vous voulez, des liasses de CFA pour créer l'inflation et saboter justement cette ambition d'autonomie et d'indépendance. Toutes ces leçons ont été tirées aujourd'hui par les pays de l'AES. Ils savent qu'ils font face à des prédateurs féroces, à des gens qui n'ont aucune pitié et qui n'ont aucun sens de responsabilité, en tout cas vis-à-vis de la vie du noir et davantage encore du Sahel. Donc, les garde-fous seront donc mis en place et donc cette banque-là va servir d'instrument de financement des autres, en tout cas, des autres secteurs de création de la richesse. Mais au-delà de tout ceci, je pense que l'ambassadeur l'a dit, c'est le principal pari que ces pays de l'AES réussit, c'est la construction d'un nouvel état d'esprit du citoyen sahélien. C'est-à-dire que ce sont en fait les citoyens qui sont porteurs de la vision qui a été émise par ces chefs d'État-là. Donc, ils ont la fierté d'appartenir à quelque chose de commun. Et ils ont la conscience élevée que chaque pas qu'ils posent, chaque acte qu'ils posent sur cet espace-là contribue, soit positivement, soit négativement, à la vie de la nation. Et dès l'instant où le discours porteur leur est servi, ça veut dire qu'il y a une mobilisation de confiance et tout le monde s'active pour travailler dans l'intérêt supérieur de la nation, mais en même temps qu'il s'épanouit. Lorsqu'on prend l'exemple justement de ces jeunes sahéliens qui se promènent dans nos milieux avec des petites activités et tout ça, et qui génèrent des ressources, dans un premier temps, tu t'épanouis par le travail. Parce qu'il est clairement dit, et en tout cas connu, que le travail limite, enfin, nous épargne de beaucoup de vices, vous voyez, dans l'oisiveté, etc., etc. Donc, puisque tu es capable de produire, ne serait-ce que le minimum de richesse pour t'autosuffire, tu es déjà un acteur de création de la richesse, vous voyez. Donc, tu t'épanouis, mais en même temps, puisque c'est des services que tu rends aux citoyens, ça veut dire que tu es un acteur qui contribue à la vie de la nation elle-même et à la création de la richesse nationale, puisque tu payes les impôts, les taxes, etc., etc. Donc, l'état d'esprit du citoyen est fondamental et c'est intéressant de constater que les dirigeants de l'AES ont le discours requis. Et ils savent que ce n'est pas eux qui produisent la richesse. Ils sont en réalité des leaders, c'est-à-dire ils ont la matière qui permet d'orienter le peuple, de l'inspirer, de le mobiliser et de l'activer dans l'action de sorte que le travail se fasse de soi. C'est à cela que c'est génial et je pense que ça, on ne peut qu'espérer du mieux, bien sûr. Lucas Baki, vous trouvez l'avenir très prometteur pour les États du Sahel, mais pour le moment, ces pays continuent d'utiliser le franc CFA pour des pays qui réclament leur souveraineté depuis près de 3 ans. Est-ce normal? Non, madame, on ne crée pas une monnaie sur un coup de tête. S'il faut que ça prenne même plus de 3 ans, 4 ans, 5 ans pour créer une monnaie sérieuse, solide, ils le feront, ils ne sont pas pressés. Après tout, on les vole depuis plus de 60 ans. S'il y a l'espoir que dans 3, 4, 5 ans, on sort du vol, ok, tant mieux, on les laisse, ils vont s'organiser. Ils doivent poser les fondations de cette monnaie. Ça ne doit pas être aussi une monnaie de singe.
Hein? Vous parliez bien, tantôt de ce qui s'est passé par exemple avec la Guinée. On a fabriqué de faux francs guinéens, on a aspergé dans la forêt, dans les rivières, sur les routes. Tout le monde devenait millionnaire et rien qu'à se baisser pour ramasser. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Parce que les gens se demandent, mais et si on fait ça au pays de l'AES? La technologie est à un niveau aujourd'hui où, même si on fait, on peut le faire à petite échelle, ça se découvre dans les 2 minutes qui suivent et on arrête ça. Les avions qui venaient parachuter la fausse monnaie en Guinée, là, tu connais quel pays de l'AES dans lequel un avion va venir se promener? Tu connais les systèmes de radar dont ils se sont dotés? Tu envoies même un criquet, ils vont le détecter et l'abattre. J'ai dit un criquet, tu connais la taille d'un criquet, madame. Donc, ce n'est pas la peine que les gens soient à concevoir des trucs, des contre-mesures pour freiner le développement, pour freiner l'air du temps. Tous les pays qui font les malins ont intérêt à approcher les pays de l'AES et à travailler normalement avec eux. J'ai appris même qu'une délégation de la CEDEAO s'est rendue à Bamako, je crois, hein, pour s'adresser à l'AES, pour prendre langue avec l'AES. Mais depuis plus de 2 ans, qu'est-ce que nous disons ici? On dit, mais c'est vos frères. Discuter avec eux au lieu de recevoir des ordres chaque matin de Paris, d'aller les attaquer. Attaquer. Et aujourd'hui, quand on parle maintenant, ils disent non, nous on n'a jamais dit qu'on va attaquer. Hein. On est des frères. Mais c'était devant nous que vous disiez ça, vous tapez la poitrine. Donc, aujourd'hui, ils sont allés à Bamako. Les gens de Bamako, je leur fais confiance. Ce n'est pas à moi de leur dire, faites attention à ces gens. Parce que s'ils étaient simplement vos frères africains, ok, ils sont venus, vous les recevrez à bras ouverts. Mais vous savez qu'ils reçoivent des ordres. Quelqu'un qui reçoit les ordres, tu ne peux jamais lui faire confiance parce qu'à tout moment, on peut changer l'ordre. Mais s'il décide et agit par lui-même, il est ton frère, tu l'accueilles comme frère et vous dites, bon, écoutez, ce qui s'est passé hier, c'est malheureux, on oublie ça et on avance. Mais c'est de l'armée. Et le gars là, Touraï ou qui machin là, c'est pas lui qui se promenait en Europe pour demander les sanctions contre ces pays. Est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il est raisonnable? Il a oublié qu'il est noir? La machine d'une monnaie commune de l'AES est en marche avec la mise en place de la BCID. Vous voulez rebondir, dire quelque chose très rapidement? Par rapport à votre question, qui consiste à dire, mais est-ce que pour des États qui... Oui, c'est normal de continuer par utiliser le franc CFA. Je pense qu'il y a 2 volets qu'il faut voir ça. Quand vous vous mettez dans la peau des citoyens, disons du Sahel, vous voyez qu'ils sont légitimes à se dire, mais pourquoi on ne sort pas? Allons vite, parce que là, nous portons un rêve, nous sommes vraiment, nous avons un empressement, si vous voulez, à nous libérer de tout cela. Vous voyez? Mais le leader, lui, il sait que c'est tout un processus. Il lance le cap à travers une vision. L'objectif, en fait, c'est de recadrer, c'est de recalibrer l'état d'esprit, l'état mental du citoyen. Et de comprendre que nous avons un but à atteindre. Mais vous n'allez pas évoluer de façon hasardeuse non plus. C'est pour ça qu'ils ont d'abord développé une politique qui est claire, qui s'appuie sur les 3D, la défense, la diplomatie et le développement. Donc, défense parce que la priorité, c'est de sécuriser d'abord les États et les citoyens. Je pense qu'ils ont fait un pas décisif en la matière aujourd'hui. La diplomatie parce qu'il faut se faire entendre au plan international et avoir des alliés qui sont vraiment solides. Ce qui explique qu'à partir de leur discours, de la diplomatie qu'ils ont développée, nous sommes à même aujourd'hui de parler avec justesse du dossier sahélien parce que la communication elle est efficiente, elle nous fournit la matière intellectuelle nécessaire d'analyse et donc de nous accrocher en tout cas à des principes universellement connus et qui permettent justement aux citoyens de s'épanouir. Le développement, nous y sommes désormais de plein pied, puisque au-delà donc de la sécurité, de cette diplomatie pour que la cause des pays du Sahel soit entendue, ils s'attaquent maintenant à ce qu'on appelle le développement. Et donc, par la création d'une économie qu'ils assument par eux, voilà ce qui explique le projet de mise en place donc, de cette banque d'investissement et d'un certain nombre d'initiatives dans le domaine agricole, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de l'exploitation minière, etc., etc. Ça veut dire qu'à cette étape-là, ils sont en train d'être au bout, justement, de finir de défaire tous les nœuds coloniaux
qui ont englué nos économies et qui nous ont maintenus dans une forme de léthargie. À partir de ce moment-là, ils peuvent créer tout simplement leur économie et être à l'abri des sabotages d'hier qui ont empêché que tous ceux-là qui avaient pris cette initiative de créer donc leur monnaie ne puissent prospérer. Il y en a qui avaient été assassinés par le passé. Aujourd'hui, le contexte ne s'y prête plus parce que la cause du Sahel est entendue par l'écrasante majorité des peuples du monde et ils ont des soutiens fermes, non pas des moindres. Sur le plan militaire, ils ont la Russie, ils ont la Chine, ils ont l'Inde, ils ont la Turquie, etc. Sur le plan même de l'opinion, ils ont suffisamment de journalistes, des communicateurs qui portent justement la cause du Sahel. Et sur tous les plans, ils ont mobilisé des consciences. Je pense qu'on est vraiment de plein pied dans une dynamique d'évolution et d'assises réelles de l'économie des pays du Sahel. L'espoir renaît avec la création de la BCID. Mais avant, une dernière question pour vous, avant de partir donc à la pause. Quels sont les risques potentiels liés à la gouvernance et à la transparence même de cette banque d'investissement? Madame, qui est banque d'investissement ou non, la gouvernance doit être faite dans la transparence. On doit mettre un frein brutal à la corruption XXL. Parce que quand c'est la... disons, excusez-moi le terme, quand c'est la petite corruption, hein, le directeur d'école qui a pris la poule chez le papa de son élève. Son élève. Bon, c'est pas légal. On n'a jamais écrit ça dans un texte que le directeur d'école doit prendre la poule chez le papa de ses élèves. Ça, c'est autre chose. Mais est-ce que vous écoutez les montants? C'est à te rendre malade. Donc, il appartient au pays du Sahel d'asseoir. D'abord, s'il n'y a pas une lutte sérieuse contre la corruption, tout ce qu'ils font est voué à l'échec. Vous allez voir que les cabris qui bêlent aujourd'hui, là, demain, ils peuvent porter le costume de vrais panafricanistes. On leur donne des postes et leurs maîtres leur disent « Mais cassez-moi cette banque. Cassez-moi cette société, cassez-moi cette entreprise. » Et ils vont le faire. Donc la lutte contre la corruption doit être le fer de lance du succès de ce que tous ces pays sont en train d'entreprendre aujourd'hui. Voilà. Merci. Vous nous suivez dans Forum sur Niwad d'Info. La première partie donc, qui s'achève maintenant. Plus 228 96 08 43 43 pour participer au débat. Quand nous serons de retour sur ce plateau après le journal, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, également vos avis sur le sujet abordé aujourd'hui, la création d'une banque d'investissement par les États du Sahel. Qu'est-ce que vous en pensez? Êtes-vous dans l'un de ces pays concernés ou même dans toute l'Afrique entière? C'est une question continentale, voire régionale. N'hésitez pas à partager avec nous vos avis, vos questions. Sur ce plateau aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Luc Abaki, journaliste, analyste politique et écrivain, mais également Sogoyou Kegewe, ancien ambassadeur et journaliste. Merci de votre fidélité. On se retrouve dans une dizaine de minutes, toujours sur Niwad Info. Merci à vous qui nous suivez également sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur YouTube.